Jules, ravi de t'avoir en ligne. Tu m'as contacté sur Insta, t'es un abonné de la chaîne et je t'ai répondu favorablement et je suis très content qu'on puisse faire cet épisode parce qu'il va être vraiment intéressant. Je le sens. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de sujets qu'on a Mhm. travaillé. On n'aura pas le temps de tout faire, mais ce sera peut-être dans un deuxième épisode. À toi de jouer, je te laisse te présenter. Eh bien, comme tu l'as dit, je m'appelle Jules, donc je suis toquant depuis un petit moment maintenant, depuis l'époque des vidéos un peu tamisées avec le micro et le casque, donc ça fait plaisir de retrouver cette configuration un peu. Ouais, ouais, ouais. Et donc moi, je suis étudiant en Suisse, à Genève exactement. Je viens de décrocher mon diplôme d'ingénieur microtechnique en conception horlogère. Et dans ce cursus-là, en fait, et je pense que c'est pour ça aussi que cet épisode peut être intéressant, et c'est pour ça que je t'ai écrit, c'est que j'ai été amené à collaborer avec un petit nombre de maisons horlogères, de manufactures. Alors les plus importantes, on va les citer dans l'épisode évidemment, mais en tout cas, c'est pour ça que j'avais la volonté de t'écrire et de faire cette vidéo, parce que finalement, des témoignages de personnes de l'autre côté du mur, euh, c'est un peu rare, donc c'est avec plaisir qu'aujourd'hui je prends le micro comme on dit pour pouvoir parler ensemble de ça. Et puis voilà. Tu peux nous en dire un peu plus justement? Sur mes études, Ouais, sur tes études et avec qui tu vas être amené à travailler, et cetera. ouais. Alors mes études, c'est un cursus de 3 ans d'abord pour être ingénieur. On fait la première année, c'est études communes ingénieurs, donc c'est-à-dire maths physique, des trucs très généraux. Et puis après, on se spécialise. Donc moi, j'étais en conception horlogère. Et là, on a deux grandes, je dirais, phases de ce cursus-là. La deuxième année, ça va être de la construction. Donc, qu'est-ce que j'entends par construction? Ça va être, suivant un cahier des charges qui souvent vient du marketing et du design, construire un mouvement le plus adapté à la montre. Et quand je dis construire, je parle de modélisation 3D avec des outils informatiques. Il y a aussi de la construction habillement, ce qu'on appelle habillement, donc c'est-à-dire la carrure, le bracelet, cadran aiguille, etc. Et puis la deuxième grande partie de ça, en troisième année et donc du coup en dernière année, ça va être tout ce qui est un petit peu suivi de process, qualité, assurance qualité en entreprise, axé du coup sur les manufactures horlogères. Et donc ça, c'est les deux grands pans de mon cursus. Et je me suis pas arrêté là. J'ai re-signé pour 2 ans et demi pour un master, cette fois qui est plus axé, disons, toujours quand même dans l'horlogerie, mais choix des matériaux, parce que c'est des problématiques qui sont importantes aujourd'hui avec le respect de l'environnement, avec les alliages, notamment par exemple le laiton sans plomb, qui est une grande problématique, on pourra en parler aussi si tu veux, chez Audemars Piguet, etc. Donc voilà, un petit peu comment ça se passe. Et pour ceux qui sont intéressés d'ailleurs, qui sont jeunes et qui savent pas forcément où se diriger, qui sont passionnés d'horlogerie, je les incite vraiment à aller voir le site de l'EPIA, c'est HEPIA, c'est donc l'école d'ingénieurs à Genève. C'est des super enseignements et c'est des beaux tremplins. Et on a beaucoup de profs qui sont issus de l'industrie. On a des profs de chez Patek, on a des profs de chez Rolex. Donc c'est comme ça que ça nous permet en fait d'avoir des contacts, des projets et puis de s'éclater en fait. Ah, ça c'est bien parce qu'à la demande, moi, plusieurs personnes m'ont dit: «Ah, quelles études tu recommandes pour apprendre l'horlogerie, pour être dans le Mhm. milieu?» Je suis prêt à aller en Suisse et donc j'avais pas forcément de contact. Mais bon, toi, tu es dedans, tu peux Ouais, en parler, le recommander, donc exactement. ça c'est intéressant. Donc dans les sujets qu'on avait listés, il y avait les principaux process de fabrication d'une montre. Tout à fait. Tout Est-ce à que tu veux fait. nous en parler? Parce que pas mal de gens savent pas vraiment, comment Exactement. est fabriqué. Dans les grandes lignes, ça peut intéresser, la communauté toquante. Dans les grandes lignes, c'est important et c'est intéressant et c'est ce qui permet aussi de se rendre compte un petit peu de, bah, qu'est-ce qui, va valoir, une telle différence de prix entre une montre acier ou plutôt une montre en plastique et cetera et cetera. Et notamment, on commence toujours dans n'importe quel produit qu'on va manufacturer par du marketing, en fait, où, Mmh. bah, on va étudier,
quelle couleur les gens portent cette année, quelle est la tendance un petit peu, est-ce qu'on est plus sur du bracelet cuir, du bracelet acier, etc. Euh, de toutes ces grandes questions et de toutes ces études, on va en sortir un cahier des charges. Et ça, ce cahier des charges, il va directement être envoyé au design, qui va tout de suite sortir des croquis, des schémas. Et puis, il y a des échanges comme ça qui se font. Si c'est validé, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire la construction. Donc, comme j'ai dit précédemment, on va tout modéliser. On va travailler de pair avec les constructeurs mouvement, les constructeurs habillement, et on va essayer de faire une montre euh, informatiquement, c'est-à-dire en 3D. Après, on va lancer une série, Proto Zéro, comme on dit dans le milieu. Et cette série de Proto Zéro, elle est hyper importante pour se rendre compte des proportions, comment la montre prend la lumière, et puis aussi dans l'industrie en elle-même, est-ce qu'on est capable de fabriquer cette montre? Est-ce qu'elle va pas nous coûter trop cher? Et est-ce qu'on a tout ce qui est en notre possession et les moyens pour pouvoir fabriquer cette montre? Et si Ok. les voyants sont au vert, à ce moment-là, on passe à la première série de production. Euh, et après, etc., 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 dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'échelle temporelle, ça prend à peu près 1 an et demi pour arriver au proto zéro. Donc du coup, si je comprends bien, on part déjà de la demande du marché avant de créer une montre. Et ça, c'est valable pour toutes les manufactures ou pas? Est-ce que toutes les manufactures se disent, bah Non, tiens, je vais faire une étude marketing pour savoir qu'est-ce qui va plaire demain sur le marché ou pas? Parce que est-ce que c'est pas plutôt, tu me diras, mais les marques un peu plus grand public qui vont avoir cette démarche très marketing en disant il faut absolument tout que à ça fait. marche, et les manufactures les plus prestigieuses qui partent d'abord du produit et qui se disent on est tellement prestigieux et connu que le marché va Exactement. s'adapter. Si tu prends par exemple l'exemple de Patek Philippe, ça va être des lignes directrices qui vont être dictées par le propriétaire de Patek Philippe, qui est la famille Stern. C'est eux qui vont tout simplement donner les lignes directrices des collections et de ce qu'ils veulent pour l'avenir de Patek Philippe. Maintenant, par exemple, on prend un contre-pied de cet exemple. Euh, les, la collection qu'a sorti Rolex des Oyster perpétuels avec les cadrans très flashy, Ouais. ça provient littéralement d'une étude de marché. Voilà. Ah, je savais pas. C'est des couleurs très tendance. En fait, c'est très tendance. La dernière 5711 Patek, elle a un cadran vert olive, et il y a beaucoup de montres cette année-là qui ont eu des cadrans vert olive. Donc, les manufactures, elles vont mêler à la fois marketing, et tu as raison de le souligner, les grandes manufactures les plus, disons, ancestrales, elles vont plus favoriser les lignes directrices imposées par les propriétaires et par les gens qu'on pignon sur rue dans l'entreprise, en fait. Donc Rolex, par exemple, ils s'adaptent aussi. Ils font une étude marketing pour savoir ce qui va Bien marcher. sûr, Ils se disent, bah tiens, Patek a cartonné avec ce cadre en verre. bien sûr, Donc, bien sûr. si on faisait pas, Et puis au-delà de ça, il faut aussi pas se leurrer. Les manufactures collaborent beaucoup entre elles, beaucoup, beaucoup. Il y a ça, je savais pas. énormément de collaborations, bien sûr, entre par exemple Patek et Rolex. Ça communique beaucoup. Bah, tu sais, si je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de venir à Genève, notamment à Plan-les-Ouates, c'est là en fait où il y a vraiment la grande zone horlogère. Et la manufacture Patek Philippe est littéralement à côté de la manufacture Rolex. Il y a une rue qui les sépare. Mais moi, je pensais pas que ça Bien communiquait entre sûr, Patek et Rolex. Je pensais que Rolex, Patek aussi, mais c'était vraiment une forteresse hyper secrète où tu dis la moindre chose, t'es cloué au pilori. Et ils communiquent sur quel, enfin, ils échangent pas de pièces, par contre, ça, on est bien d'accord. alors, moi, bien sûr, tu le dis assez souvent et je trouve ça très juste. Je suis pas parole d'évangile. Je ne sais pas tout. J'ai pas malheureusement tous les secrets des manufactures, mais en tout cas, notamment dans les grandes avancées techniques qu'il peut y avoir dans l'horlogerie, euh, c'est évident il y a des projets communs, il y a des collaborations communes quand chacun y voit son intérêt. Maintenant, est-ce qu'ils vont échanger des pièces? Sincèrement, je pense pas. Même si tout n'est pas fabriqué par Rolex et tout n'est pas fabriqué par Patek. Par exemple, les aiguilles Rolex, c'est pas fabriqué par Rolex. C'est une entreprise annexe
qui fabrique les aiguilles. Donc, si la même manufacture va fabriquer ses aiguilles chez la même, est-ce que Patek fabrique ses aiguilles dans la même manufacture que Rolex, c'est tout à fait possible. Maintenant, est-ce qu'il y a des échanges de pièces? Sincèrement, je pense pas. Je pense pas. L'horlogerie, c'est très très secret, encore trop malheureusement. Mais mais ça, c'est des choses qui sont compliquées à savoir aujourd'hui. Mais Et c'est c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on pense dans la communication de Rolex, ils te disent que ils font tout eux-mêmes, 100% maison, et cetera. Donc là, tu me dis que les aiguilles sont pas fabriquées par eux, même si c'est un sous-traitant, admettons qu'il leur appartienne. C'est vrai qu'ils vont, d'un point de vue marketing, c'est pas intéressant pour eux de communiquer là-dessus, par exemple. Ça, on s'en doute. non, bien sûr que non. Mais en même temps, c'est très compliqué pour une manufacture de faire 100% de ses composants. C'est très très compliqué. Mais Par Rolex, c'est contre, une ils ont leur entreprise. propre fonderie. Ils ont leur propre fonderie, Oui, bien Rolex. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. C'est pas Rolex, les ils ont leur seuls. propre fonderie. C'est pas les seuls, mais ils ont leur propre acier, ils ont leur propre alliage, pardon. Non, 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 ça, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup eux-mêmes. Mais c'est très compliqué, déjà financièrement, de tout faire soi-même, et ça demande des industries gigantesques. Et puis surtout, c'est en termes de moyens humains. C'est compliqué quand on voit le soin qu'ils apportent à chaque pièce et à chaque collection, ça demande beaucoup de travail. Mais Rolex, effectivement, c'est une des industries dans l'horlogerie qui verticalise le plus, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont racheter le maximum de collaborateurs externes à eux. Par exemple, les personnes qui vont décorer les vitrines, ça appartient à Rolex. Les personnes qui vont fabriquer les écrins, ça appartient à Rolex. Voilà. Il y a beaucoup Oh, ils de... veulent tout maîtriser. Et puis c'est une fondation Exactement. aussi, hein. Donc Exactement. c'est bon. D'accord, bah, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui définit réellement le prix d'une montre alors? Ça, c'est un des points aussi qu'on voulait aborder ensemble. Ça, c'est une vaste question parce que on se dit, on va rester sur nos exemples. J'aime bien un peu l'exemple Patek Rolex, même si c'est absolument pas une compétition et elles sont absolument pas ces deux marques en concurrence. Mais je trouve que c'est des bons contre-pieds. Quand tu prends par exemple une 5711 qui maintenant ne se fabrique plus, mais une 5711 classique qui coûtait à l'époque 25 000 francs, il me semble, neuve, contre finalement une Oyster Perpetual Precision qui a les mêmes complications et qui coûtait littéralement 4 fois moins cher. On peut se poser des questions qui sont toutes les deux des montres en acier. Qu'est-ce qui va justifier le prix, la différence de prix entre ces deux marques? Bah déjà, il faut pas oublier une chose, c'est que c'est deux entreprises, donc il faut qu'elles soient rentables. Donc il y a des marges. On est dans le luxe, donc les marges du luxe et notamment de l'horlogerie. Là encore une fois, c'est pas une vérité absolue que je vais donner, mais on se situe entre 30 et 55% de marge pour les pièces. Donc déjà, là, on a une explication du tarif souvent élevé de nos montres. Après, dans les process que j'ai cités, et notamment dans la durée de chaque process, il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui passent beaucoup de temps à faire en sorte que tout soit le mieux possible pour l'expérience client. Donc là aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Ensuite, il y a aussi les locaux, il y a le personnel, il y a les matériaux qui vont être utilisés, même si ça n'est que de l'acier. L'acier Rolex, c'est l'un des aciers qui a la meilleure qualité au monde, qui a un toucher unique. Et ça a un prix. Même si ça appartient à un Rolex, ça a un prix. Ensuite, tu as les mouvements. Tu as des horlogers qui passent du temps à régler les mouvements pour avoir une marche. Eux, ils le certifient à plus ou moins 2 secondes par jour. Ben voilà, il y a beaucoup de recherche, beaucoup de développement, même si ça reste que des montres, c'est des vrais petits bijoux de technologie et ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Donc aujourd'hui, une Rolex, moi sincèrement, à mon humble avis, ça vaut son prix. Une OK. Patek, ça vaut son prix aussi, clairement, parce que Patek va apporter même au-delà de ça un détail au mouvement qui est encore plus poussé que chez Rolex, même si chez Rolex ils sont très bien finis. Là, on est quand même dans un autre univers quand on va quand on va voir le mouvement d'une Patek. Donc, chaque manufacture a son prix. Et puis surtout, en fait, une fois que tu as la montre au poignet, j'ai envie de te dire, le prix s'oublie tellement
c'est des pièces qui sont de qualité et c'est des pièces qui nous font rêver. Ah oui. Donc Le prix c'est s'oublie, voilà, la qualité reste, comme exactement. dirait l'autre. Mais j'ai une question du coup. Tu penses que Rolex, ils ont augmenté leur production récemment, ils sont à plus d'un million de pièces par an, Ils mais ont, est-ce que ça a augmenté ils ces ont. dernières années? Alors là-dessus, ils communiquent pas beaucoup sur les chiffres de production. Aucune manufacture d'ailleurs communique beaucoup sur ses chiffres de production. Euh, En revanche, on peut tout à fait citer le chiffre de 1 million. Ça, c'est tout à fait cohérent avec ce que laisse transparaître Rolex. Et même si je peux aller au-delà de ça, dans ce que moi j'en ai comme expérience et dans ce qu'on m'a rapporté, dans ce que j'en ai vu, il faut à peu près, je dis bien à peu près, 3 à 4 mois pour fabriquer une Rolex de A à Z, contre euh, un petit peu plus de 6 mois pour fabriquer une Patek Philippe, par exemple. Et alors c'est dû à la finition C'est dû à la du finition. mouvement? C'est dû à la D'accord. finition. Rolex est beaucoup plus, j'aime pas ce mot parce que c'est un mot qui est très vulgaire pour Industrialisé. l'horlogerie. Voilà, exactement. J'aime pas ce mot parce que ça définit pas ce qu'est Rolex alors que c'est vraiment le mot qui définit le mieux. C'est beaucoup plus industrialisé que Patek Philippe, oui. Ah, 3 à 6 mois quand même pour fabriquer une Rolex alors. Là, ça, les gens le savent pas, hein. Les gens le Puis savent personne pas et puis communique c'est, dessus, dans les non. boutiques, on communique pas dessus, enfin, ils savent pas Non, puis au eux-mêmes final, est-ce certainement. que réellement ça intéresse le client qui porte la montre au final, qui l'a attendu bien plus que 6 mois? Bah, après, ça peut justifier aussi le prix quand même. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je me mets à la place du client lambda, il se dit: «Bah tiens, je vais payer une Rolex». Les prix ne cessent d'augmenter. Ouais. Ça devient très cher. Il y a une augmentation, je sais pas, peut-être de 5 par an ou je sais pas exactement, mais c'est assez très élevé. Il dit: «Pourquoi je vais payer une Rolex bien plus chère qu'une Omega?» Tu vois? On compare parfois Rolex Oui, et Omega, même si c'est 2 manufactures différentes. Hem Et ils se disent: «Pourquoi est-ce que Rolex va être plus cher?» Et c'est vrai que si on explique, bah, que Rolex fabrique plus de mouvements en interne, a mmh, peut-être un cahier des charges supérieur et un temps de production de la montre supérieur, bah, ça peut être une des justifications, heu, à la tout différence à de prix. fait, Par exemple, tu prends Rolex Omega. Pourquoi est-ce que Rolex est beaucoup plus cher qu'Omega? Parce qu'il y a des modèles qui se ressemblent chez les 2 manufactures. tout à fait. Mais il y a une chose que Rolex, je pense, est la seule à posséder, c'est des critères de test et des critères de pour qu'une Rolex soit au poignet d'un client, c'est que la montre, elle a passé des tests que très peu de manufactures pourraient faire passer à leur montre. Sincèrement, les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais aujourd'hui, certifier à ton client que tu as une pièce qui va prendre une marche de plus ou moins 2 secondes par jour maximum, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose d'incroyable. Parce que enfin, un mouvement, basiquement, c'est vraiment des engrenages qui engrainent ensemble. C'est des pièces métalliques, ça frotte, il y a beaucoup de pertes. Tu fais à peu près tout et n'importe quoi avec ta Rolex. On ne se rend pas compte, mais tu vas applaudir avec ta montre. Quand tu applaudis, tu mets entre 150 et 200 G à ta montre. C'est énorme. Quand tu vas mettre un coup de poing sur la table, et surtout les chocs arrêtés, c'est les plus importants, là, tu vas mettre pas loin de 300 G à ta montre. C'est des objets qui sont indestructibles. Alors, toutes ces montres vont passer les tests, que ce soit Omega, Patek, Rolex. C'est des dimensionnements que nous, ingénieurs, on est amenés à faire, et c'est des standards, en fait. Mais Rolex vont au-delà de ça, ils vont même plus loin que ça. C'est stratosphérique qu'ils peuvent faire. Notamment, je vais te citer un exemple tout simple. Ils ont sorti récemment la GMT Master 2 couronne à gauche. Euh, Ils ont été beaucoup critiqués sur cette montre en disant qu'il n'y avait pas eu de R&D parce qu'en fait ils ont juste retourné le mouvement et puis au final c'était fait. Ils ont juste gravé le disque de quantième à l'envers et en fait la montre ils l'avaient. Pas du tout. Ils ont fait énormément de tests pour savoir si ça allait affecter la marche de la montre parce que le balancier spiral se retrouvait plus à la même position dans le mouvement. Ça a été des mois et des mois de tests pour au final quelque chose qui était ça tombait sous le sens que ça allait pas impacter la montre. Mais il y a des tests faut le dire, de barjots qui ont été effectués pour que la montre elle puisse aller au poignet du client et que le client soit satisfait de sa pièce.
Donc ça, c'est une plus-value vraiment qu'a Rolex, c'est de faire des tests et des tests et des tests pour qu'il y ait aucun souci. On n'est pas à l'abri effectivement d'une panne, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte en tout cas. Est-ce que tu penses que Rolex, c'est la manufacture ou une des manufactures qui a les tests les plus exigeants du coup? Ah oui, ah mais sans conteste, Plus sans exigeants que chez conteste. Patek Philippe? C'est pas les mêmes. Je dirais que c'est pas les mêmes ambitions et c'est pas les mêmes utilités. Quand tu vas t'offrir une Patek Philippe, tu vas faire plus attention que quand tu vas t'offrir une Sub, par exemple. Oui, tu T'as veux dire plus... que Patek, c'est plutôt le sens du détail, la finition, Exactement. Ils passent des tests, hein, la préciosité des matériaux, exactement. alors que Rolex, ça va plus être une montre-outil, même si toutes les Rolex ne sont pas à vocation professionnelle. Exactement. J'aime bien faire des métaphores aussi et des comparaisons avec l'automobile. Pour moi, Rolex, c'est un petit peu Porsche. C'est-à-dire que tu Ben, vas aller prendre ta voiture, bah tiens, tu vas aller au boulot avec ta Porsche, tu peux aller au boulot avec ta Porsche, elle peut dormir dehors, elle démarrera toujours et t'en as pour ton argent et c'est quelque chose de joli qui se reconnaît en un clin d'œil, c'est précieux, c'est bien fini, c'est tout ce qu'on lui demande. Une Patek, bah ça va être un peu plus, tiens, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une Rolls, tu vois. Pour moi, c'est plus mmh. ça. Et la Rolls, bah la Rolls, on s'attend à ce qu'elle dorme au garage quand même. Si elle dort pendant 2, 3 semaines dehors, bah la Rolls, je suis pas sûr qu'elle démarre après, Mmh. tu Ouais, ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, je comprends la comparaison, elle est intéressante. Et toi qui est vraiment dedans, plus que la majorité des auditeurs, quelle marque, toi qui vois un peu l'envers du décor aussi, quelle marque tu apprécies et tu recommanderais, sans parler de budget, hem, là où tu te dis: «OK, il y a vraiment un vrai travail et c'est une maison sérieuse», est-ce que tu as des marques précises en Oui, oui, tête? bah, il y a vraiment plein de marques. Déjà des marques suisses, il y en a un sacré paquet. Moi, j'adore Rolex. Qu'est-ce que tu aimes chez Euh, Rolex, toi? le fait que quand ils sortent un produit, le produit, il est fini, il est fiable et ça bougera pas dans le temps. Rolex, c'est le Apple de l'horlogerie, quoi. C'est-à-dire que ça va tourner, en fait, quoi qu'il arrive. Après, moi, j'ai une affection toute particulière pour Patek Philippe. C'est, je pense, ma manufacture préférée. Euh, Ça, c'est pour la Suisse. Après, il y a Audemars Piguet, évidemment, qui ont des montres assez incroyables. Et puis, si on peut aller, par exemple, du côté de l'Allemagne, il y a Lang Zone qui font des Mmh. montres absolument incroyables. Mais par exemple, moi, je vais pas recommander le Japon. Par exemple, je n'aime pas trop Seiko, je n'aime encore moins Grand Seiko. Mais après, voilà, c'est chacun ses affinités. Je ne dis pas que ce sont des montres qui sont mauvaises, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir avoir ce recul-là et d'avoir les connaissances et l'expérience pour dire si cette montre est bien ou si cette montre est pas bien. Maintenant, voilà, c'est mes préférences à moi. Et si je devais faire un classement, je dirais Patek, Lang Zone et Rolex. Et pourquoi t'aimes pas les montres, japonaises? Parce qu'elles ont fait beaucoup de mal au monde suisse. Parce qu'elles ont mis en péril l'horlogerie suisse, en fait. Elles sont moins Elles ont chères mis, aussi, hein, elles ont souvent. mis, bah, c'est exactement pour ça qu'elles ont mis en péril l'horlogerie suisse. Elles sont moins chères. Ça a d'abord commencé avec la crise du quartz. Et puis après, là, Seiko commence quand même à bien mettre un coup de pied dans la fourmilière. Quand Seiko aussi. Ce qui est pas si mal parce que ça pousse un peu les manufactures suisses à redoubler d'efforts et pas à revoir leurs tarifs parce que c'est toujours de plus en plus cher. Mais en tout cas, voilà, je porte pas forcément en affection les marques japonaises ou les marques plutôt asiatiques parce que je trouve que dans le design, dans les finitions, dans les mouvements, il n'y a pas ce côté horlogerie que j'aime. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, Ce mais il n'y a côté pas ce. helvétique. Ouais, même pas, parce qu'il y a des montres allemandes. Enfin, je veux dire, la vallée de Glashütte, c'est quand même assez incroyable. Ils font des choses totalement dingues. Et pour Mmh. autant, c'est pas suisse, mais c'est frontière à la Suisse, ouais, ça se rapproche. Mais, Et en mais non, non, France, ouais. est-ce qu'on sait faire des montres? Ouais, on sait faire des montres en France. On sait faire des montres, ça s'est perdu, mais on sait faire des montres.
On sait faire des montres. Ouais. Quelqu'un qui veut commencer l'horlogerie, qui veut s'acheter une LIP, c'est une LIP Himalaya par exemple, c'est top. C'est top. Ouais, Est-ce que ouais. tu penses qu'aujourd'hui, avec l'augmentation, du prix de vente des Rolex, Patek, j'ai pas trop regardé, mais je pense que ça augmente aussi Patek, hein, j'imagine. Un petit peu, ouais. Moins vite que Rolex, en proportion? Je saurais pas te répondre. D'accord. Mais est-ce que tu penses que du coup les manufactures horlogères, margent plus ou moins? Parce que je sais pas si le coût de fabrication est plus élevé aujourd'hui avec, tu vois, la hausse des matières premières ou si alors il a baissé puisque Rolex régulièrement, fait évoluer, ses usines, par exemple. Donc du coup, est-ce qu'aujourd'hui les marges sont plus importantes ou moins importantes? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup d'argent parce que tu prends Rolex, ils communiquent énormément dans le sport. Ils font Mmh je mh. crois que c'est la manufacture qui fait le plus de sponsoring. Tout à fait. Donc je me Tout à pose fait, la tout à fait. question, est-ce qu'aujourd'hui Rolex fait des meilleures marges qu'à l'époque? Je pense que oui, mais Rolex fait des meilleures marges qu'à l'époque, ça, n'importe quelle manufacture horlogère fait des meilleures marges qu'à l'époque, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que là, sur les 5-6 dernières années, Rolex fait des meilleures marges? Je ne pense pas. Je pense que les marges sont globalement les mêmes et que les augmentations petit à petit à coût de 5%, euh, c'est pour entretenir un peu l'augmentation des matériaux, l'augmentation des fournisseurs en termes de prix. Donc je pense pas sincèrement que les marges augmentent parce que les marges sont déjà assez importantes. Et je il faut pense savoir une chose, c'est que la majorité des revenus aujourd'hui de Rolex, c'est pas l'horlogerie, c'est de l'immobilier. c'est l'immobilier, exactement. Ils sont propriétaires, ouais, de beaucoup de choses. Donc sincèrement, je pense pas que ce soit les marges qui remontent. Donc une Rolex ou une Patek, mais on prend une Rolex, ça vaut son prix. Bien Selon sûr, toi, bien une sûr, Submariner, date par exemple, une dernière référence, malgré l'augmentation annuelle, quasi, ça vaut son prix. ça vaut son prix. Mais c'est vrai qu'à l'époque, une Submariner, ça valait 3 500 €, quelque chose comme ça, il y a 20 ans Bien peut-être? sûr, mais c'est pas les mêmes matériaux, c'est pas la Mmh. même technologie, c'est pas. Mais ça a rien à Il y a, voir en fait. il y a des évolutions techniques à l'intérieur du mouvement qui sont dingues. Les matériaux sont plus les mêmes, on n'utilise plus les mêmes huiles, on n'utilise plus les mêmes balanciers. Aujourd'hui, on fait des balanciers absolument incroyables avec des matériaux qui coûtent une fortune. Donc voilà, c'est plus les mêmes problématiques. Mais ça, Aujourd'hui, on est à la course. c'est intéressant ce point parce qu'il y a plein de gens qui critiquent, qui disent: «Tiens, Rolex est devenu beaucoup trop cher à l'époque», tu vois GMT 710, Mhm. c'était, je sais pas 3 500 €, 3 800 €. Aujourd'hui, ça c'est 3 fois le prix ou je sais pas combien et ils comprennent pas en fait qu'aujourd'hui les montres sont plus les mêmes et comme tu l'as C'est dit, plus les c'est mêmes, des procédés beaucoup plus, perfectionnés, c'est plus résistant et exactement. Et c'est puis vrai ouais. qu'on ça les gens ont du mal à le comprendre et Et ont puis on du mal travaille à plus de la même manière, on ne construit plus et on ne fabrique plus de la même manière. Aujourd'hui, les machines, pour rentrer un petit peu dans le technique, on va utiliser des machines 7 axes, 5 axes pour fabriquer les pièces. C'est des machines qui valent des centaines de milliers de francs l'unité. Et il y a des parcs de dizaines de machines. Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Et c'est hyper important de le souligner parce qu'en fait, ça tombe sous le sens qu'on ne peut plus pratiquer les mêmes prix qu'aujourd'hui, que hier, pardon. C'est sûr, c'est d'une clarté quand tu vas comparer une sub d'il y a 20 ans à une sub d'aujourd'hui. Déjà, tu l'ouvres, c'est plus les mêmes mouvements, c'est plus les mêmes. Enfin voilà, c'est. alors que la sub d'il y a 20 ans vaut plus cher que la sub d'aujourd'hui quand tu la trouves. Ah, mais ça, c'est le marché gris, malheureusement. C'est quand même incroyable ça aussi. C'est n'importe quoi. Quand tu vois des montres d'il y a 20 ans qui valaient 3 500 € et qu'aujourd'hui elles valent, douze, Là, treize, pour le coup, quatorze ça vaut pas mille. son prix. Bah Oui, oui, là, là oui, je là, suis je peux d'accord te avec toi. répondre, ça vaut pas son prix. Mais c'est vrai que parce que c'est un vrai débat. C'est que moi en commentaire, j'ai des gens qui me disent: «Mais tu sais, tout le monde parle des vintage et cetera, mais moi je préfère les modernes parce que les Rolex, modernes, elles sont, techniquement, si on enlève le côté émotionnel, si tu parles intrinsèquement, techniquement, elles sont bien supérieures donc objectivement, elles sont mieux. Si tu enlèves le fait qu'il y avait avant le tritium, qui prenait une couleur, C'est machin et ça. cetera. Si tu enlèves toute la littérature, tout le storytelling,
objectivement, c'est quand même plus Sauf performant d'avoir une montre, aujourd'hui, on est, je trouve personnellement, et je parle pas forcément de Rolex, mais de toutes les manufactures en général, c'est trop aseptisé et la montre vit plus. ah ça, c'est sûr. Elle ne vit que par les rayons, en fait. Et ça, Ça, c'est c'est dommage. vrai. Mais après, Ça, c'est c'est dommage. c'est la technicité qui veut ça. Par exemple, avant, tu avais rhodium, tritium, pour, le luminescent notamment, Mmh mh. et ça a été prouvé que c'était radioactif, plus ou moins dangereux, de Oui. moins en moins dans le temps, et c'est pour ça qu'à partir de, je sais plus, après 97 je crois, ou quelque Oui, chose comme ça, 97. 97, on est passé au Luminova, au Super Super Luminova qui était Luminova encore plus après, ouais. efficace, Mmh mh mh. et Rolex a son propre, je sais plus comment ils appellent ça, mais ils ont leur Ouais, propre qui est breveté, ouais, technologie ouais. qu'ils ont Mmh brevetée, mh. et cetera. Mmh mh. Mais finalement, mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui une montre, bon, bah, elle c'est une Mercedes, quoi, une Mercedes, C'est ça. heu, un peu brillante avec, du C'est un peu plastique brillant aseptisé. partout, c'est aseptisé, et l'avantage des montres, un peu plus vintage, c'est que de par les matériaux qui étaient employés, qui prenaient une, Mmh mh. patine comme on dit, enfin qui était altérée dans le temps, bah, ça donnait une personnalisation et ça rendait «unique» entre guillemets chaque Et montre. puis tu vas pas avoir la même patine, par rapport, et c'est beaucoup les lunettes, notamment des anciennes Sup qui prenaient une belle patine. Mmh. Tu peux avoir une patine bleue, Ouais. qui était due beaucoup plus au sel de mer et cetera, ou tu avais une patine qui était un peu plus sur le gris, ça c'était un peu plus dû aux UV et cetera. C'était en fait, tu pouvais deviner la vie de la montre avec la couleur qu'elle a aujourd'hui, en fait. Et Ouais, ça ça, c'est c'est des choses intéressant. qu'on perd, malheureusement. Après il y en a qui faisaient une patine un peu, artificielle aussi. J'ai cru voir ça, Oui, il y a des patines il y a eu des chimiques, bah, à la dérives, hein. javel, en fait. Il y en a qui font des Mmh. patines à la javel. Le problème, c'est que quand c'est alors, il y en a qui malheureusement le font très bien, il y en a qui le font moins bien et ça fait des taches quand c'est mal fait à la javel. Mais il y en a qui le font malheureusement très bien et il y a des gens qui se font avoir, quoi. Mais ce qui est un peu dommage aussi, outre le fait de parler de patine, c'est que je trouve que les montres ont pris pas mal d'embonpoint. Tu vois, par exemple, Rolex, Mmh mh. la Submariner, elle est grosse maintenant, quoi, et C'est une elle a grosse plus la montre. finesse, tu vois, de la 14060, la No Date, Ouais. par exemple, qui avait une finesse plus intéressante, le modèle avec la date également. Tu Bah, prends les elles ont gemmes, pris, ouais, entre 3, 4, voire 5 millimètres. mais c'est dû à quoi ça? En fait, c'est dû à beaucoup de choses, d'un point de vue technique, on peut expliquer ça par le fait que des gros mouvements, ça veut dire grosse réserve de marche, parce que notre barillet va être plus important en termes de diamètre. Notre balancier spiral va être plus important en termes de diamètre, donc il aura plus d'inertie. Donc au final, il sera moins impacté par les différentes positions de ta montre et donc la marche va être plus régulière. On peut l'expliquer par tout ça. Maintenant, est-ce que réellement ce serait intéressant de faire une courbe en fait du diamètre de ton mouvement par rapport à tous ces critères-là? Je pense pas qu'on y gagne beaucoup, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes quand tu vas acheter une Rolex, une Patek ou n'importe quoi. Si aujourd'hui ils te vendent une montre avec 20 heures de réserve de marche, tu l'achèteras pas la montre. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est évident. Maintenant, c'est Donc aujourd'hui, 70. La plupart des montres, en tout cas chez Rolex, on est passé à 70 ou un peu plus, bien sûr, alors qu'avant c'était 40, ouais, il y a encore, 5-7 ans, quoi. ouais. Mmh, mmh, mmh. Mais du coup, est-ce que c'est pas un effet de mode aussi d'avoir des montres un peu plus grosses? Tu vois, par exemple, aujourd'hui, tu vois, des montres, qui sont 40 millimètres, 39-40, 41-42, alors qu'auparavant, pour l'homme, c'était plutôt 36. La montre Ce bracelet, qui c'était est, moi, je trouve 36. la taille idéale, en fait. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Les gens, malheureusement, achètent des montres qui sont beaucoup trop grosses pour eux. Ça, je suis d'accord. Moi, 100. personnellement, si je peux donner un petit conseil aux gens qui nous écoutent, il faut idéalement que la carrure de montre, et notamment le cadran, occupe 80% de ton poignet. Ça, c'est la taille un peu idéale. Plus petit, c'est bien, sans que ce soit trop petit et que la montre soit complètement perdue dans le poignet. Mais quand c'est bah voilà, ça c'est exactement voilà, la carrure occupe 80% de ton poignet et tu as le bracelet qui va reposer un petit peu horizontalement sur le poignet. Ça, c'est une taille idéale, voilà. C'est 40. Et les gens, enfin c'est dingue des fois, tu vois des gens qui mettent leur poignet comme ça et tu as la montre qui tombe un peu.
Enfin, ça, c'est Qui dépasse en fait. Ouais, ah ouais, je ouais, sais. Tu as la montre en fait mmh, qui, qui est trop grande. qui est trop grande et en fait, moi, ce que je leur dis souvent, après si ça leur plaît tant mieux, mais en fait, ils aiment une montre, mais est-ce qu'ils vont vraiment la porter? Parce qu'une montre trop grande, trop lourde, à porter, c'est pas agréable, donc le Bah, tu vas confort la est quand porter même une semaine important, hein. parce qu'elle sera neuve et après tu vas la ranger, quoi. Tu vois, la montre bracelet, elle doit être confortable. C'est Bah, c'est quelque important chose, ouais, que tu dois et oublier, en fait. c'est vrai que je trouve que 36, tu vois, les Datejust, par exemple, c'est plus élégant, hein, sur, 95 des poignets, Mmh mh, mmh mh. même avec un gros poignet, je trouve que c'est plus élégant, c'est plus léger, déjà, c'est important, c'est plus Mais tout à confortable fait. et les grosses montres, tu vois, par exemple, quand Rolex avait sorti la Datejust, 2, donc maintenant c'est la 41, ils l'ont affinée. Ils l'ont affiné la 41, tu vois? Mmh mh. Ils ont affiné, les cornes de boîtier, mais la Datejust 2 de 2009 à 2016, un truc comme ça, waouh, C'est énorme. c'est un caillou sur le c'est Ouais. énorme, quoi, et je trouve que c'était un peu grossier, quoi. Ça m'avait un peu déçu quand c'était sorti. Je trouvais que c'était un peu grossier. C'est compliqué à porter ou faut avoir un gros poignet, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, dans le 36, c'est un peu une taille idéale, ouais. Et du coup, bah, on avance bien, hein, tu vois? Ça se trouve, on va réussir à faire tous les sujets d'un coup, mais je suis hyper Ouais. content. Non, mais c'est génial. Donc qu'est-ce que la qualité perçue? Comment les manufactures se distinguent, par rapport à la qualité perçue? Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors la qualité perçue, ça c'est un point que je voulais aborder avec toi parce que les gens confondent un peu, toutes les le critère de qualité, on en entend souvent parler et c'est mal utilisé, en fait. La qualité perçue, ça va vraiment prendre, les 5 sens d'un humain, et dans l'horlogerie, c'est hyper important. Hem, on va prendre l'exemple de Rolex, puisque c'est un peu la marque de la chaîne entre guillemets. Hem, quand tu vas acheter une Rolex, la première fois que tu vas prendre ta Rolex, tu vas voir l'écrin, donc tu vas le toucher. C'est un écrin qui est cartonné, qui est crème au départ, avec une surimprimée Rolex en 3D. C'est très sobre et c'est en même temps très beau. Et ça, c'est vraiment un peu comme la Rolex au final quand tu la regardes. Après, Mmh. tu vas ouvrir ton écrin et là, tu vas tomber sur un deuxième écrin qui est vert Rolex, un peu imitation cuir avec un badge Rolex, donc la couronne qui est dorée. Et quelque chose que tu vois pas de prime abord est tout aussi beau en fait dessous. Et ça, c'est la même chose pour les mouvements en fait à l'intérieur des Rolex. Je sais pas si tu connais un peu l'anecdote qui tourne autour des fonds fermés chez Rolex, parce que Rolex fait pas de fond ouvert et Mmh. n'aura pas de fond ouvert de sitôt. C'est parce qu'en fait, ils disent que il y a que l'horloger qui est habilité et qui a les connaissances techniques et l'appréciation visuelle pour pouvoir apprécier la beauté d'un mouvement Rolex. C'est pour ça que le fond est fermé. Voilà. Alors c'est une légende, c'est une vraie histoire, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui Surtout se parce dit. qu'ils sont simples, parce qu'ils sont pas très travaillés, contrairement chez Patek, par exemple. Ouais, mais ils sont quand même très beaux, je trouve. Je trouve qu'ils sont quand même très beaux Bah, et plus joli ils maintenant ont qu'avant alors, non? plus Parce jolis qu'avant maintenant qu'avant. Oui. c'était pas incroyable, hein. Non, non, c'est sûr, mais plus jolis maintenant qu'avant. Ouais, ouais. Ils ont une belle brillance, une belle couleur. Il y a des belles finitions, un beau perlage. C'est quand même sympa, je trouve. Et donc, la qualité perçue, bah, ça passe déjà par le toucher quand tu vas ouvrir ton écrin. Après, tu vas mettre ta montre au poignet. Il y a le toucher de la montre au poignet. Elle va être parfaitement épousée. Quand tu as un bracelet acier Rolex, il n'y a aucun poil qui se coince dedans. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, elles sont étudiées. Quand tu vas remonter avec la couronne ta montre, le bruit du rochet de barillet qui se remonte chez Rolex, ça, c'est des années d'études. Les gens s'en rendent pas compte. Mais c'est des acousticiens qui ont étudié ce bruit pour qu'il soit le plus feutré possible, le plus constant possible, quelle que soit la vitesse de rotation de ta couronne. Et ça, les gens, ils s'en rendent pas compte. Et Mmh. ça, c'est la qualité perçue chez Rolex. C'est la qualité perçue, ça veut dire que c'est ce que tu vas retenir de ta montre visuellement, en termes d'audition, en termes de toucher. Ça, Mmh. c'est la qualité perçue. Et les gens disent souvent oh tiens, est-ce que c'est de la qualité Rolex? Mais ça veut tout et rien dire en fait. Ça veut tout et rien dire. Répondre à est-ce que c'est de la qualité Rolex, je peux pas répondre à la question. Maintenant, si tu me dis est-ce que en termes de mouvement, c'est de la qualité, est-ce que les finitions sont propres, est-ce que les métaux utilisés sont de bonne qualité,
Là, d'accord, là, je peux répondre à la question. Et c'est là où que la qualité perçue est hyper importante et où toi, comme moi, quand on est consommateur et quand on est porteur de montre, on va faire attention à la qualité perçue. Et les marques se distinguent. Par exemple, si tu vas chez Patek Philippe, les écrins Patek Philippe sont en bois laqué. Il y a des collages qui sont faits de bois et aucun écrin Patek Philippe ne sentira la colle. Ça, c'est un truc qui peut paraître anecdotique, mais c'est des gens qui font attention à ça avant de les mettre en écrin. Ça ne sent pas la colle. Et si ça sent la colle, l'écrin est renvoyé. Et Contrairement à ça, beaucoup de manufactures où ça sent la colle, hein. contrairement à beaucoup de manufactures. Et ça fait partie de la qualité perçue et de l'expérience client. Non, non, mais c'est Une très sonnerie, quand tu vas intéressant. acheter une sonnerie chez Patek Philippe, je ne sais pas si tu connais cette histoire-là, mais ça, c'est très, ils ont communiqué beaucoup là-dessus. Le propriétaire de Patek Philippe, qui s'appelle Thierry Stern, il écoute, il fait sonner chaque pièce avant qu'elle soit livrée au client, et c'est lui qui donne l'aval si oui ou non la pièce va être livrée au client, par sa propre audition. Et voilà, ça, c'est la qualité perçue que tu vas avoir quand tu vas acheter ta Patek Philippe. Et ça, l'écrin, etc., et le toucher, la couronne, c'est la qualité perçue quand tu vas acheter ta Rolex. Et chaque marque a sa petite spécificité. Bah, Cartier, par exemple, je vois pas trop. Mis à part leur écrin rouge, euh, C'est une identité visuelle. ouais. Ça, Mm. c'est pas tellement de la qualité perçue, c'est plus de l'identité visuelle où c'est l'écrin rouge, on sait tout de suite que c'est Cartier. Mais la qualité perçue, elle est aussi dans les petits détails. Un poli miroir sur une lunette de pourtour de Santos, le poli est parfait. Ça, c'est de la Mm. qualité perçue. Tes vis de bracelet de la Santos, elles sont parfaites. Le petit saphir bleu, Mm. qui est d'ailleurs pas un saphir, qui est Ouais, un plastique, hein, exact. mais qui est parfait, c'est de la qualité perçue. Chaque marque d'horlogerie qui se respecte fait attention à la qualité perçue. C'est très important et c'est ce qui va définir ton expérience client par la suite, en fait. Ouais, fidéliser tes clients, créer un univers Exactement, et vendre une fine. exactement. Mm. Non, c'est hyper Donc, il intéressant ça. faut arrêter de comparer les montres entre elles, de comparer les marques entre elles. Une Patek Philippe n'est pas plus qualitative qu'une Rolex. Tu peux avoir une Patek Philippe et une Rolex. C'est pas une Patek Philippe ou une Rolex. Donc voilà, je dis pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, il faut pas comparer les montres. Les marques sont pas du tout sur les mêmes terrains, à part Omega, Rolex, voilà, des marques qui sont très proches comme ça en termes de prix. Mais sinon, les manufactures se débrouillent très bien toutes seules. Elles sont pas en compétition et il y en a pas une qui est plus qualitative que l'autre. Ça dépend de tes besoins. Mm, Voilà. merci. Bah, pour la partie 1, c'est parfait, Jules. Et c'est tellement intéressant que si on leur tout donne tout d'un coup, ils vont mourir en fait. Il faut qu'ils puissent se délecter de tout. Donc, Exactement. merci Jules pour la partie 1. La partie 2, les amis, ce sera extrêmement intéressant. La suite au prochain épisode.